Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Sur le papier, Charlène et son mari cochent toutes les cases. Un travail, une maison, un enfant. Avec son mari, ils réalisent que ce n'est pas le mode de vie dont ils rêvent quand ils font constat que toutes les semaines, leur fils compte les jours jusqu'au week-end. Et là, c'est le déclic. Ils prennent la décision de radicalement changer leur quotidien. Charlène nous embarque dans leur grand road trip au Mexique où ils sont allés de péripétie en péripétie et où ils ont véritablement testé ce mode de vie dans une maison roulante. Vient ensuite l'évidence, la liberté, l'autonomie, les moments en famille et les rencontres. Le bilan de cette aventure en van est plus que positif. Ils sont prêts à se lancer dans ce mode de vie à temps plein dès leur retour en France. Charlène revient sur tout ce qu'ils ont mis en place pour se créer la vie qui leur correspond. Vendre leur maison, rechercher leur future maison à 4 roues, et bien sûr les grandes rénovations et aménagements pour le rendre habitable et confortable. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de notre aventurière Charlène. Hello, bienvenue dans le podcast. Bonjour, salut. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter, nous donner ton prénom, ton âge, ta ville d'origine et ton parcours professionnel en quelques mots? Je m'appelle Charlène, j'ai 31 ans, je suis originaire de Lorraine, j'ai habité en Vendée et maintenant j'habite un peu partout puisque je vis dans un bus donc finalement j'ai pas un lieu de résidence fixe au final. Voilà, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans, je suis mariée à mon mari qui s'appelle Valentin. De base je suis ingénieure dans l'agroalimentaire. J'ai fait des études d'ingénieur, bac plus 5, et ensuite assez rapidement, après j'ai eu mon fils, j'ai commencé à avoir des premières expériences professionnelles après, et je me suis assez vite rendu compte que ça ne me convenait pas, et que la vie de salarié c'était pas forcément fait pour moi, donc au final j'ai pas eu énormément d'expérience professionnelle dans ce domaine-là, et c'est pas plus mal comme ça, mais ouais. Je travaillais dans la qualité et la recherche et développement pour des boîtes d'agroalimentaire, donc rien à voir avec ce que je peux faire aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de ta passion pour le voyage? Je pense que ça vient... c'est depuis que je suis petite, en fait, j'ai pas mal voyagé avec mon papa. Mon papa, je le voyais pas souvent parce qu'il habitait un peu à l'autre bout de la France et j'allais chez lui à chaque fois pendant les vacances scolaires, enfin la moitié des vacances scolaires la plupart du temps ou des fois entièrement, voilà, pour les petites vacances. Et il aimait beaucoup partir en voyage, donc on a beaucoup fait de petits voyages, surtout en Europe. Enfin, c'était toujours des bons moments que je passais avec lui et c'était un peu une évidence que quand je serais plus grande, moi aussi je voyagerais. En fait, pour moi c'était un peu ça, partir en vacances en fait. Donc j'ai toujours eu ce goût-là, mais c'était au départ vraiment dans une optique de vacances. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était dans une optique de je travaille, j'ai un bon job salarié et je pars en vacances quand j'ai des vacances quoi, c'est-à-dire 5 semaines de congés payés par an quoi. En gros, dans ma tête c'était à peu près ça quoi. Ouais, je comprends. Avant que ça ait une autre définition pour toi par la suite finalement. Ouais, c'est ça. Mais ça, d'où ça vient je pense que ça vient quand même de ma famille qui avait un goût quand même pour le voyage. Enfin, je pense que mon papa m'a toujours dit qu'il aurait adoré vivre comme on vit nous. Mais c'est pas forcément ce qu'on m'a transmis pour autant, quoi. Et quel type de voyageuse tu es? C'est difficile. Dans quel sens? Dans le sens organisé, pas organisé? Dans un sens, j'aime bien organiser pas mal de choses. Genre, on a fait un premier voyage en Thaïlande. La première fois qu'on est parti en Asie, j'avais presque tout organisé. C'est-à-dire que je savais exactement où on allait dormir à chaque fois, quand on avait pris, à part les billets de train quelquefois qu'on ne pouvait pas prendre avant, mais sinon on avait tout prévu, tout organisé à l'avance.
Mais après, plus ça va, plus je lâche prise et moins j'organise parce qu'on part beaucoup plus maintenant sur du long terme, en fait, et ce qui laisse beaucoup plus de place à l'improvisation et c'est vraiment ce qu'on a envie finalement d'avoir des voyages un peu plus improvisés, de se laisser porter par le courant, de pas forcément définir à l'avance. On a une grande ligne directrice et après on joue un petit peu autour en disant voilà, si on rencontre des gens qui nous disent ah bah nous on va par là, ah ok on peut un peu vous suivre par là et puis ensuite peut-être rencontrer autre chose, on aime bien se laisser porter. On n'est pas non plus du genre à définir des budgets, des choses comme ça. Enfin, souvent on me demande comment je budgétise mon voyage, si j'ai prévu un budget et tout. Mais en fait, la vérité, c'est que nous, on déteste faire des budgets. Donc en fait, on fait pas du tout de budget, par exemple. On a une idée globale, mais après, c'est vraiment au feeling. C'est pas des vacances, en fait. Donc on part pas avec un budget. C'est presque un mode de vie. Donc, enfin, ouais, c'est un peu un mode de vie. Donc c'est pas du tout la même chose que partir en voyage, quoi. Enfin, en vacances. Donc finalement, ça a évolué un petit peu aussi avec le temps, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, je pense que ça a évolué par rapport à notre vision, en fait, du voyage, tout simplement, qui est plus la même. Et aujourd'hui, en fait, on va parler un petit peu enfin même un petit peu, beaucoup, du mode de vie que tu as choisi. Ça fait très longtemps que je recherche un témoignage de personnes qui ont une vie nomade et je suis ravie d'échanger avec toi sur ce sujet. Et j'aimerais bien qu'on rembobine un petit peu le fil rouge de ta vie actuelle pour comprendre un peu mieux tout le cheminement qu'il y a eu derrière. J'aimerais bien que tu nous parles donc un petit peu déjà de cette première fois où vous vous êtes dit que vous pourriez être plus heureux dans un autre mode de vie. Donc je pense notamment avant votre voyage au Mexique. La toute première fois, je pense que la petite graine, elle a commencé à être semée un petit peu quand mon fils est rentré à l'école, parce que la rentrée à l'école, c'était assez compliqué pour lui. Et du coup, ce qui fait qu'il comptait les jours de la semaine pour attendre le week-end. Il attendait le week-end tout le temps avec impatience. Et en fait, dans ma tête, ça m'a fait un déclic, parce que je me suis dit, mince, en fait, il a 3 ans, il attend déjà le week-end. Est-ce qu'en fait, il va passer sa vie à attendre le week-end? Je sais pas comment expliquer, mais je revoyais en fait des personnes de mon entourage d'un âge peut-être plus avancé que le mien qui me disaient aussi oh vivement le week-end, et je me disais en fait c'est ça la vie, c'est d'attendre le week-end. Enfin et en fait dans ma tête ça m'a fait non, c'est pas cette vie là que je veux. En fait je veux pas qu'on passe nos semaines à attendre le week-end. Le départ c'était un peu ça, et j'ai commencé à voir un peu à suivre en fait des gens qui vivaient autrement, parce que vu qu'on avait envie de voyager, forcément on suit un peu sur Instagram, sur YouTube un petit peu peut-être aussi des gens qui voyagent, etc. Et j'ai commencé à voir des personnes qui vivaient comme ça, et je me suis dit wow, c'est chouette quand même, ça doit être génial quoi de vivre comme ça. Et ça a fait un petit peu son chemin, et un soir j'en discute avec mon mari un peu comme ça, un peu en mode oh c'est donc ça a l'air cool quoi. Et puis dans ma tête c'était pas quelque chose de faisable, et puis il m'a dit en fait faut juste y réfléchir, mais en fait ça si c'est peut-être faisable. Enfin ah ouais, donc en plus tu pensais peut-être te heurter à une autre vision et pas du tout quoi. Ah ouais non du tout, non lui m'a dit ouais pourquoi pas, en fait faut qu'on regarde si c'est faisable ou pas quoi. C'était vraiment bon bah ok. ouais non mais c'était presque un peu ça en fait. Dans ma tête c'était pas forcément réalisable, et en fait c'est juste lui qui me dit pourquoi ça le serait pas en fait. Et après c'est vrai que j'ai fait ouais c'est vrai, et du coup on s'est un peu penché sur la faisabilité du truc, et ça a enclenché d'autres réflexions derrière, d'autres projets, plein de choses. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là qu'on s'est dit ouais qu'on n'avait pas forcément envie de continuer dans cette vie là en fait. Que sur le papier en fait c'est un peu bizarre, parce que sur le papier dans un sens on était un peu en train d'atteindre la situation idéale visée, on va dire, avec deux parents qui travaillent, on venait d'acheter une maison il y a genre 1 an à peine, on avait un enfant, enfin tout allait bien, ça c'était un peu la situation idéale, et c'est pas toujours simple de se dire en fait finalement ça me convient pas, mais c'est un peu le truc qu'on s'est dit ouais en fait ouais on a tout atteint, on est bien, mais en fait pas tant que ça en fait. Et voilà. Et donc, comment ça vient sur la table, ce voyage au Mexique? C'est un peu arrivé par un concours de circonstances, parce que en fait suite à ça on est parti, parce que mon mari à ce moment-là lui me dit ça, il me dit ouais ok, mais à ce moment-là il avait jamais vraiment fait de grands voyages. Le seul voyage qu'on avait fait c'était notre voyage de noces à l'île de la Réunion, mais qui est quand même un département français quoi, donc on ne peut même pas dire qu'il était parti à l'étranger. On avait programmé un voyage en Thaïlande février 2020, donc on est parti en Thaïlande, on a fait 1 mois en Thaïlande, et vraiment là gros déclic entre guillemets. Ça a continué le truc parce que moi je l'avais eu un peu avant, mais en rentrant mon mari il m'a dit ouais carrément c'était trop bien,
je suis carrément chaud pour qu'on réfléchisse à autre chose, quoi. Ça nous a encore plus confirmé dans cette direction-là. Et suite à ça, en fait, on a rejoint un projet d'un éco-village au Mexique. Il y avait une création d'éco-village au Mexique par une autre famille qui vivait là-bas. Et on s'était dit, tiens, ça doit être chouette, parce que c'était aussi dans cette volonté d'un peu vivre autrement. En fait, il y avait le voyage, il y avait la vie nomade, mais il y avait aussi une idée d'une autre vie. Puis on s'est dit, tiens, ça serait cool de vivre en éco-village pour avoir un pied-à-terre pour quand on voyage pas, d'alterner des phases de voyage et des phases où on se retrouve, mais dans un mode de vie qui nous conviendrait mieux. Voilà, et du coup, on s'était dit, tiens, ce projet nous semblait nous correspondre, et on avait tout fait un peu pour partir, etc. Et en fait, ce projet est tombé à l'eau, mais on avait déjà nos billets pour le Mexique. Oh, ok. En fait, c'est pour ça, je suis pas sûre qu'au sans ce projet-là, on serait allé au Mexique, en fait. Même si c'est une destination qui nous attirait énormément, mais je sais pas si on y serait allé à cette période-là, à ce moment-là. Enfin voilà, c'était un concours de circonstances qui a fait que, voilà, ce projet est tombé à l'eau. On avait nos billets et on s'est dit, ouais, mais non, mais nous, on veut y aller au Mexique, en fait, projet ou pas projet. De toute façon, maintenant, les billets, ils sont là. En plus, hors de question qu'on se fasse rembourser les billets ou j'en sais rien. Enfin, c'était même pas négociable. On y va, en fait. Du coup, comme on avait en tête d'être nomade et de vivre en véhicule, mais qu'on avait toujours que expérimenté dans notre petit van qu'on avait pendant les vacances et pendant des week-ends, on s'est dit, faudrait quand même essayer sur le long terme, voir si ça peut vraiment nous correspondre, et si vraiment, on veut vivre comme ça sur le long terme, quoi. Et du coup, on s'est dit, on avait pris 3 mois pour le Mexique, on s'est dit, déjà, ça serait une bonne expérience. On a donc décidé d'acheter un van sur place au Mexique. Ah oui, ok. Et comment vous avez fait pour le travail ? Moi je travaillais pas à cette période. Quand on a décidé en revenant de Thaïlande de changer de vie, en fait, moi j'ai pris un dernier contrat en CDD, mais avec en tête de me lancer dans ce que j'aimais vraiment, c'est-à-dire bosser sur mes réseaux sociaux que j'avais déjà avant, et j'aimais vraiment faire ça. On s'est dit tiens, ça serait vraiment l'idéal que t'arrives à en vivre. Donc en gros, après j'ai vraiment essayé de tout faire pour développer ça. Mon mari, lui, fait de l'intérim. Il s'était mis en intérim depuis un petit moment parce que c'est ce qui lui plaît le plus. Ça lui permet de prendre des vacances quand il veut, en fait. Ok, ouais, donc en fait, vous étiez tous les deux libres, entre guillemets. Et pour l'école ? Pour l'école, on a fait une demande d'instruction en famille. Enfin, à cette époque-là, il n'y avait même pas de demande à faire. C'était juste une déclaration. Il suffisait d'envoyer un courrier. C'était quel mois ? Enfin, c'était quelle période de l'année ? On est parti de début février. On avait prévu de partir de février, mars, avril. Et du coup, on est un peu parti là pour le coup, un peu en mode clairement freestyle, complètement à l'opposé de ce voyage en Thaïlande que j'avais totalement organisé. Là, en gros, on est arrivé, on n'avait pas de véhicule, on n'avait rien. Fallait trouver un van à acheter, c'était rien à voir. Mais voilà, c'est ce qu'on voulait aussi, un petit peu se challenger. Et puis, de toute façon, il y a des hôtels. On a pris du coup des hôtels, on a trouvé un van, tout plein de choses. Et bon, ce voyage a été une péripétie du début à la fin. On veut savoir. On a acheté un véhicule assez rapidement à des Français qui, eux, finissaient leur voyage, en gros. Il était tout prêt à rouler, etc. Il y avait rien à faire. On avait encore la vaisselle dedans, les draps, il y avait tout fait. Le problème, c'est que c'était un vieux véhicule et qu'il est tombé en panne absolument tout le temps. Le premier mois, on est resté 1 mois quasiment bloqué dans la ville de départ avant de pouvoir partir parce que il était en panne tout le temps, on était bloqué tout le temps, les mécanos venaient jamais, on avait un mécano au départ qui était vraiment pas très fiable, on va dire. Des fois, il nous disait je reviens tout à l'heure, il venait 3 jours après, quoi, et on passait 3 jours à l'attendre. C'était assez insupportable, donc c'était vraiment toute une péripétie. Mais vous étiez déjà dans l'état d'esprit improvisation ? De toute façon, il y avait plus le choix. Ouais, parce que est-ce que vous avez finalement été forcé de lâcher prise ou est-ce que vous étiez déjà de toute façon dans cette optique-là finalement ? On était déjà quand même dans cette optique-là parce qu'on est parti au Mexique sans avoir d'objectif. On avait à peu près une boucle qu'on voulait faire, mais c'est tout ce qu'on avait prévu, quoi. J'avais acheté un guide sur le Mexique, je savais que je voulais faire cette petite boucle au moins dans le Yucatan et que si on avait le temps de faire plus, ça serait cool. Et c'était tout, quoi. Ouais, voilà, il n'y avait pas un vrai circuit de prévu, quoi. Non, et heureusement, parce que on avait quand même une boucle qu'on voulait faire. Oui, une idée, quoi. Voilà, mais après, c'était un peu aussi un voyage pour apprendre à lâcher prise, je pense. Enfin, moi, quand je suis partie, c'était un peu dans cette optique-là. Là où en Thaïlande, j'avais tellement tout organisé, je me suis dit, là, j'organise pas, quoi. Et j'apprends à me laisser porter. Et clairement, là, on n'a pas eu le choix et on a été vraiment challengés par la vie, quoi, en gros, parce que c'était comme ça. Et vraiment,
je dis quelque chose souvent qui est assez visuel, on visualise bien le nombre d'emmerdes qu'on a eu. On faisait du daily vlog à cette époque-là sur YouTube, donc j'avais créé une playlist de vidéos vlog au Mexique où il y a tous nos vlogs et je crois qu'il y a 110 vidéos, quelque chose comme ça. Et j'avais créé une playlist qui s'appelait Galère au Mexique et dedans j'ai 46 vidéos. Voilà. Oh my god. Ça donne à peu près une proportion. Idée. Voilà, ça permet de résumer à peu près la situation. Vraiment, ma mère ne regardait presque plus nos vidéos parce que ça la mettait mal à l'aise. Vraiment, on a enchaîné les galères, quoi. Mais en fait, on n'a jamais rien lâché, quoi. Je sais pas comment dire, mais à chaque fois, on se disait, mais en fait, c'est pas grave, il y aura toujours une solution, quoi. Mais vraiment, des fois, mais on est tombé en panne dans le fin fond d'une réserve naturelle où ça captait rien. Et le mécano qu'on nous a indiqué, c'était un réparateur de bateaux qui vivait dans une hutte, quoi. Et il nous a donné une planche, une plaque en métal avec 4 boulons et un câble de vélo pour réparer nos câbles d'embrayage, quoi. C'était... C'est pittoresque. Ah ouais, vraiment. Et bah, ma foi, on est revenu, quoi, je veux dire. Donc, la réparation a tenu 5 kilomètres. Après, mon mari, il est passé en dessous. Il a vu que notre câble de frein à main ne servait à rien. Enfin, il a mis le câble de frein à main à la place du câble d'embrayage. Alors qu'à la base, il avait des bases en mécanique, mais pas tant que ça. Mais en fait, au fur et à mesure de ce voyage, il a appris, en fait, à se débrouiller par lui-même, à se faire confiance. Enfin, moi, pareil, j'ai appris plein de choses. Et on a appris à se dire, ok, ben, c'est pas grave, en fait. Peu importe les problèmes, il y a toujours une solution. C'est ça. On trouvera forcément. Après, des fois c'est plus galère que d'autres, des fois c'est plus pénible que d'autres, mais c'est comme ça, c'est pas grave en fait. Bon, on fait avec et il n'y a pas le choix. Et c'est vrai que du coup, on a énormément appris pendant ce voyage et je pense que c'est ce qui a permis aujourd'hui qu'on soit... Enfin, on est au courant des risques de la vie nomade en fait. On sait que on peut avoir des galères comme n'importe qui d'autre. Enfin, je sais pas, je pense que ça nous a énormément appris de par ça en fait, grâce à ce voyage-là. Et je pense que, moi je dis toujours que rien n'arrive par hasard, je pense que ouais, on a été vachement emmerdés, mais on est revenu, on s'est dit, en fait on veut vivre comme ça. Malgré toutes les emmerdes qu'on a eues, ça nous a pas découragés, quoi. Et à part les emmerdes, qu'est-ce que vous aimiez, enfin quand vous avez un peu découvert tout ça au Mexique, qu'est-ce que vous aimiez déjà de cette vie roulante? Ah, c'était la liberté de pouvoir aller où on voulait, en fait, sans se prendre la tête. En plus, faut dire que le Mexique, il s'y prête hyper bien avec un petit véhicule comme on avait là. On avait des spots qui étaient incroyables. Clairement, on dormait, mais à la tête qui était à 3 mètres des vagues, peu de choses près. Vous dormez en plus tout ouvert, quoi, pour avoir de l'air. Donc on était vraiment sur la mer et ça, c'était incroyable. Et puis on dépend pas d'un hôtel, on dépend pas de quoi que ce soit, t'as tout avec toi dans ton véhicule et tu te déplaces et si tu changes d'avis, et en fait c'est pas grave, tu peux juste prendre une autre route et ça t'emmène à un autre endroit et t'arrives ailleurs. C'est génial, enfin, t'es pas obligé de réserver un hôtel pour aller quelque part, de machin, de trucs, t'as toutes tes affaires avec toi, t'as pas besoin de défaire tes valises, refaire tes valises, non, ta maison elle est là et ça nous a vraiment plu, enfin... À un moment donné, on a des copains qui sont tombés en panne, on avait prévu d'aller là, et en fait, ils sont tombés en panne, ils étaient à 1 heure de là où on était, hop, on a pris une autre route, on les a rejoints, et puis c'était génial. Ouais, malgré tout, on s'est juste dit, mais c'est trop bien, en fait. Ça nous correspond bien, quoi. On veut vivre comme ça tout le temps. Et est-ce que ton fils aussi, du coup, il aimait cette... Il a tout de suite aimé, on va dire, le fait aussi de faire l'instruction en famille et tout ça? À cette époque-là, l'instruction en famille, c'était quand même très cool, parce qu'il faut dire qu'il était en moyenne section, donc oui. Clairement... On se prenait pas du tout la tête. Je peux même pas dire qu'on faisait vraiment... Enfin, on faisait pas de temps formel, en fait. Il apprenait tout le temps. Parce qu'un enfant, c'est curieux de nature, donc ce qui fait qu'en fait, il apprenait tout le temps. Il s'est hyper ouvert au Mexique. Enfin, tous ceux qui le connaissent l'ont vu évoluer incroyablement en... au final 4 mois parce que du coup je spoil pour la suite mais on est pas resté 3 mais 4 mois parce que justement on était tellement resté bloqué au départ qu'on était un peu frustrés de pas avoir pu voir tout ce qu'on voulait voir et ce qui fait qu'on a rallongé d'1 mois notre séjour. Mais du coup il a kiffé en fait vraiment, il adorait. En même temps on met un enfant avec ses parents avec la plage à dispo ou des cénotes tous les jours à se baigner, il n'y en a pas beaucoup qui kiffent pas hein. Ça c'est un peu faut quand même être un minimum réaliste. Ouais, les enfants, tu leur dis piscine tous les jours, globalement, ça marche à peu près toujours bien. Hein. Et peut-être tu veux nous raconter des souvenirs ou des moments qui t'ont vraiment marqué ou qui t'ont plu, des rencontres aussi.
Des rencontres, il y en avait tous les gens qu'on a rencontrés, c'était fait des gens géniaux, on a des amis encore maintenant qu'on voit très souvent. De toute façon, c'est ce qui est génial en voyage, c'est de rencontrer d'autres gens. Moi, c'est ce que j'adore, rencontrer d'autres familles, se faire des petites soirées au coin du feu, enfin, se raconter plein de choses, et ça, c'est génial. Des souvenirs vraiment super, c'est un spot qu'on avait découvert dans la réserve naturelle, celle où on est tombé en panne, qui était incroyable. On avait vraiment le van, les palmiers, une mer incroyable, et il y a eu un soir une lune incroyable au-dessus de la mer. Je crois que c'était un soir de lune rousse, quelque chose comme ça. Ah, ouais. Et on était tous les trois, on était dans l'eau. C'était le soir, il y avait cette lune qui éclairait, qui était magnifique, et ça reste, voilà, c'est dans ma tête et c'est gravé. Il y avait plein de choses, mon fils qui a nagé pour la première fois dans la mer alors que je m'y attendais même pas, je savais même pas qu'il savait nager, et puis un coup je le regarde, je fais mais regarde, tu nages, hein. Tu flottes. Génial. Et aussi les premiers vrais snorkeling, c'est mettre un masque et regarder sous l'eau les poissons avec mon fils, parce que je sais pas, c'était quelque chose qui me tenait vachement à cœur, parce que moi c'est quelque chose que j'adore faire, et ça me tenait vraiment à cœur de partager ça avec lui. Et vraiment, il a adoré faire ça, d'abord un peu dans l'eau douce, etc., avec moi, ou même en bord de mer, mais dans la version vraiment en bord, avec les récifs coralliens et tout ça. Et on a vraiment été aussi avec lui en pleine mer, derrière la barrière de corail, où là on était vraiment dans l'eau, il avait des mètres d'eau sous les pieds, et je trouvais ça génial de le voir regarder dans l'eau, et avec tout cet océan en dessous de lui, je trouvais ça juste génial. Et j'étais vraiment, c'est des souvenirs qui sont vraiment gravés, où j'étais très contente de me dire qu'on vivait ça, et je ressentais beaucoup de gratitude en fait de me dire qu'on avait vécu tout ça, quoi. Enfin, j'en ressens d'ailleurs toujours beaucoup de gratitude. Et c'est quoi votre état d'esprit un peu quand vous allez retourner en France après là, tous ces mois où vous vous rendez compte que c'est comme ça que vous voulez vivre? En fait, on est rentré en France tellement de projets en tête, parce qu'en fait, on avait mis notre maison en vente avant de partir, hein. Donc on savait déjà qu'on allait plus reprendre notre vie d'avant, en fait. Et la maison a été vendue. D'ailleurs, pendant qu'on était là-bas, on a signé les compromis de vente à distance. On devait rentrer pour vider la maison, en fait. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ça, je me demande si on n'aurait pas prolongé encore. Je sais pas, c'est pas impossible. On aurait peut-être réfléchi à l'éventualité. Mais là, fallait qu'on rentre, fallait qu'on vide la maison, mais du coup, en fait, on est revenu, on n'a pas repris notre vie d'avant, en fait. On était juste reboostés comme jamais pour continuer dans ce qu'on avait lancé, quoi. Bon, après, on revenait, c'était l'été, ça aide aussi, hein, parce que revenir en hiver, je pense que ça aurait été compliqué pour nous. Mais du coup, on est revenu début mai, on arrivait sur les beaux jours, c'était plutôt cool, ça allait. Donc, on a vidé la maison. Enfin voilà, on a quitté la maison, on a pris un petit appart, vraiment de fortune, le truc avec le loyer le moins cher possible, juste parce que c'était juste temporaire, parce qu'on n'avait pas réussi à trouver de véhicule. On savait qu'on voulait prendre un véhicule, en fait, qu'on voulait vivre en véhicule, mais on n'était pas encore décidé exactement sur quoi. Puis forcément après ça nécessite un peu d'aménagement, s'il n'était pas déjà aménagé, enfin on savait pas du tout, donc on a pris un petit appart en attendant, en se disant voilà, on se met là, c'est vraiment histoire de payer le moins cher possible et de mettre le plus possible d'argent de côté, et voilà. Mon mari a repris à travailler au mois de juin, cette transition, comme ça lui c'est un petit mois, on a vidé la maison, il était encore là, ça nous a permis de faire une petite transition en douceur. Mais du coup c'était quelle année ça? 2021, l'année dernière. Ah ouais, ok. C'était un peu dans le plein Covid d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un confinement en France pendant qu'on était au Mexique d'ailleurs. Ah. Je dis pas de bêtises. Je suis un peu paumée moi du coup. Mais ouais, c'était en plein Covid. On aime bien voyager un peu dans le Covid. De la Thaïlande, ça arrivait juste en France. On a été limite, on est revenu de Thaïlande. Ils ont tout fermé. On s'est retrouvés confinés 2 semaines après notre retour, je crois. C'était sympa le comité d'accueil au retour. Hein. Ouais. Enfin bon. Mais ouais, du coup, on n'a pas du tout ressenti de down, on va dire, en fait, au retour du Mexique, parce qu'on avait tellement de projets que c'est vraiment en plein dedans, quoi. Et résultat, un peu de l'été, au mois d'août, on est un peu parti avec notre van aussi, on a un peu bougé, on a fait un peu d'Espagne, d'Andorre, etc., donc c'était cool. Et puis, parallèlement à ça, c'est là qu'on a commencé à trouver le bus. Ouais, parce que, en fait, vous saviez déjà, vous avez vendu votre maison, vous saviez que vous vouliez donc acheter un véhicule pour vivre dedans. Ouais, c'est ça. Ok, donc vous cherchiez déjà un petit peu... C'est ça, c'est là qu'on a commencé à chercher, en fait. Mais c'était pas simple, on savait pas non plus exactement quel véhicule on voulait, on savait qu'on voulait plus grand, parce qu'on s'est rendu compte, quand on était au Mexique, on avait vraiment un tout petit au Mexique, on était dans un T2, un Volkswagen T2, donc c'est vraiment très petit, surtout pour 3. Après, quand on vit dans un pays chaud, c'est clairement suffisant, parce qu'en fait, il y a juste besoin d'un lit, après tu fais tout dehors, tu manges dehors,
tu te douches à l'extérieur, enfin c'est pas du tout un problème. Le problème c'est qu'assez rapidement on s'est dit quel est le prochain grand voyage qu'on veut faire, et le prochain grand voyage qu'on voulait faire c'était la Scandinavie, en hiver. Donc on s'est dit il nous faut quelque chose de grand. Ouais, c'est ça. Et puis même pour si vous devez vivre indéfiniment, il faut quand même que vous soyez bien, quoi, à 3. C'est ça, et on s'est dit faut qu'on soit bien, mais pas seulement en été, faut qu'on soit bien aussi en hiver. Donc ça veut dire avoir une douche, ça veut dire avoir des toilettes, parce que dans le van au Mexique on n'avait pas de toilettes, hein. Ça veut dire, voilà, enfin avoir quand même la place d'emmener des affaires d'été, des affaires d'hiver, et aussi de se dire qu'on peut, ça se trouve, être enfermé dehors pendant une semaine, parce qu'on est dans le fin fond de la Scandinavie, qui on se tape une semaine de tempête polaire, là, où j'en sais rien, moi. Et donc on se dit on va quasiment pas sortir, donc faut quand même qu'on ait de l'espace pour vivre, quoi. Et donc alors, qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce que vous cherchez déjà au départ, et finalement qu'est-ce que vous trouvez? Eh ben, au début on a commencé à chercher les poids lourds, parce que c'est le truc auquel on a pensé un peu en premier, une caisse à aménager avec un porteur devant. Moi, mon mari il est chauffeur routier, donc ça lui semblait un peu évident en fait. Mais la difficulté c'est que très souvent c'est 2 places. Ah ben oui, exact. Il y en a avec des grandes cabines qui vont avoir des sièges à l'arrière, mais c'est quand même quelque chose de plus compliqué. Dans l'idéal, en fait, le top du top, on aurait aimé les gros 4x4 poids lourds, comme certains voyageurs peuvent avoir, je sais pas moi, il y en a qui ont des gros 4x4 pour faire l'Amérique latine ou des choses comme ça, il y en a qui ont des gros véhicules comme ça, mais c'était clairement pas dans nos budgets. Des choses assez coûteuses, et clairement là on n'avait pas le budget, surtout qu'on avait envie quand même d'un véhicule pas trop vieux, parce qu'on venait d'avoir notre véhicule qui tombait en panne tout le temps. On s'est dit quand même on veut un truc qui soit assez fiable, et on apprend de ses erreurs donc. Totalement. Donc on s'est dit on ne va pas se repartir sur un vieux boui-boui, non c'est bon, on a donné quoi, même si ça se trouve il pourrait marcher très bien et nous emmener à plein d'endroits sans tomber en panne, mais dans le doute on va pas prendre de risques. Et du coup, c'est vrai qu'on a commencé, je sais plus comment, à voir qu'il y en a qui avaient aménagé des bus. Ah, ouais. Et ça a germé, en fait, parce qu'en fait, sur les ventes de groupes poids lourds, des fois, il y avait aussi des bus, des choses comme ça. On s'est dit, c'est peut-être une idée, parce qu'en plus, on aimait bien l'esthétique. On trouvait ça assez cool, quoi. Je sais pas, ça nous parlait. Et il y a, en fait, une connaissance de mon mari qui en vendait un, qu'il avait acheté pour l'aménager, et il avait pas eu le temps de le faire. En fait, il avait voulu le faire pendant le Covid, et puis finalement, en fait, son activité a repris, donc il avait pas eu le temps, et du coup, il le remettait à la vente. Et du coup, on a été le voir, parce que, voilà, l'opportunité faisait que, du coup, c'était à 20 minutes de la maison. En plus, souvent, les gens qui trouvent des bus, des fois, ils vont les chercher à l'autre bout de la France, ou machin. Nous, là, pour le coup, c'était juste à côté de chez nous, quoi. Et on s'est dit, quand même, est-ce que c'est pas, dans l'optique, il n'y a pas trop de hasard et machin, c'est quand même une bonne opportunité, il est là, il est à côté, mais la vérité c'est qu'on n'avait pas prévu d'aménager nous-mêmes en véhicule en fait. On pensait acheter déjà un véhicule plus ou moins aménagé. On pensait ok pour refaire des choses à l'intérieur, mais pas faire toutes les lecs, l'eau, tout ça, enfin voilà, on s'était dit en gros on achète un truc plus ou moins déjà fait, qu'on puisse emménager dedans direct. L'appart qu'on avait, clairement on s'est dit on y reste 2-3 mois max quoi. J'ai le temps de trouver un véhicule et puis ciao quoi. J'en profite juste pour partager avec vous l'épisode 45 du podcast avec Loïs qui vit au Québec et qui a totalement rénové en fait un vieux school bus. Et il est chef cuisinier, donc en fait il se balade sur les routes du Québec avec son school bus et puis il offre des services de restauration. Je vous invite vraiment à découvrir son histoire si ça vous intéresse. Désolée pour la petite parenthèse. Pas de soucis, c'est cool en plus. Et alors du coup, vous prenez cette décision, vous vous dites comment est-ce que vous vous dites finalement allez parce que c'est plus du tout le même projet, effectivement, t'as raison. Ah non, du coup ça changeait complètement le projet, mais on s'est dit déjà on trouvait pas trop d'autres véhicules. En fait, on s'est rapidement rendu compte quand on visitait des véhicules, c'est qu'ils étaient tous aménagés de façon très différente, mais que l'aménagement nous convenait pas du tout. Parce qu'en fait, un aménagement de véhicule c'est hyper personnel, parce que ça dépend vraiment d'une famille à l'autre, ça peut tout changer parce qu'on a tous des visions différentes en fait de ce qui est important ou pas pour nous, et ça change du coup vraiment beaucoup quand c'est dans un petit espace comme ça. Et on s'est rapidement rendu compte du coup que les véhicules qui étaient déjà aménagés, ils étaient quasiment dans le max de notre budget, ce qui est normal parce que faut le coût de l'aménagement aussi, du temps que la personne y a passé, etc. Mais qu'en plus en fait il aurait fallu tout refaire l'intérieur, et donc augmenter encore plus le budget. Enfin déjà dans notre budget il n'y avait pas grand chose en déjà aménagé, et en plus ça nous convenait pas forcément, et il faudrait faire des modifs. Et donc c'est là qu'on s'est dit peut-être qu'il faudrait penser à aménager un véhicule par nous-mêmes, parce qu'au moins il nous correspondrait vraiment.
et on serait sûr d'avoir tout ce qu'on veut dedans et notre degré de finition aussi, parce que des fois il y en a qui s'est fait un peu à l'arrache, et moi clairement des fois pour rattraper ça, en fait tu vas y passer des heures parce que les finitions c'est galère. Peut-être y remettre aussi beaucoup d'argent aussi. Ouais, c'est ça. Et puis on voulait que ça soit bien isolé. Et puis des fois, il y a des gens qu'est-ce qu'il y a comme isolation? Oh, bah l'isolation d'origine. Ouais, mais en fait, non, l'isolation d'origine, dans un bus, c'est un peu peanuts, quoi. Donc voilà, rapidement, on s'est dit non, bah en fait, faut qu'on le fasse nous-mêmes, quoi. Parce qu'au moins, on sait les matériaux qu'on va utiliser, on sait ce qu'on va mettre, on sait ce qu'on va faire, et ça nous correspondra vraiment. Et du coup, on a repensé à ce bus qui était là, qui était beau, qui était tout jaune, qu'on trouvait trop joli, et on s'est dit, banco, quoi. Allez. Et du coup, il était dans votre budget quand même à l'achat, plus avec les travaux, vous avez quand même dû faire plus finalement? Ah non, au final, on est largement rentré dans notre budget parce c'est que génial! si on parle budget, clairement, on avait un budget, on s'était dit 35-40 000 euros, voire peut-être qu'on aurait pu monter un petit peu, mais je pense que ça aurait été galère. Et en fait, un bus à l'achat, c'est drôle parce que tout le monde croit que c'est hyper cher. Mais en fait, un bus, juste un bus comme nous, là, de 2003, juste avec les sièges dedans, on l'a payé 9 000 euros. Ah ouais, par contre, ouais, j'aurais jamais imaginé ça. Ben non, c'est rigolo en fait, parce que tout le monde croit que c'est genre hyper cher, et en fait, pas tant que ça. Donc c'est les travaux dedans qui Ah bah effectivement oui, font... bien sûr, les travaux dedans, on a dû investir dedans, je dirais 25 000 euros, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus même, 26, 27. J'ai pas fait le calcul du budget total. De toute façon, le budget, c'est pas notre truc. Hein. Faut vraiment que les gens se le disent. Les budgets comptaient pas sur nous, les gars. J'ai essayé de tenir un budget, hein, je vous le jure. Je voulais faire une vidéo comme ça, vraiment explicative à la fin. Et chou blanc. Tenir un budget, c'est pas... Faudrait qu'on arrive à un jour à remettre... Normalement, j'ai gardé toutes les factures. Pourquoi? Après tout, si ça marche très bien comme ça. Oui, c'est ça. Bah, c'est que les gens me le demandent beaucoup et je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que c'est vrai que c'est très important pour d'autres personnes qui veulent avoir le même projet de voir un peu les postes de dépenses, de voir, enfin, je trouve que c'est quand même des données qui sont importantes. Mais sinon, oui, moi, clairement, voilà. Ça va pas me changer ma vie de savoir que j'ai dépensé 27 000 ou 25 000 ou 29 000. Enfin, voilà, je sais que c'est approximativement dans cette fourchette-là. Après, voilà. Ce qui fait qu'en gros, ça nous est revenu, on va dire, à un bon 35 000 euros, quoi. Ok. Et donc alors, ça a duré combien de temps les travaux à peu près? Qu'est-ce que vous avez fait finalement? Donc vous aviez un bus, c'est quoi? C'est plus une sorte de car? Ouais, c'est un car de voyage, en fait. Oui, c'est un car. Le vrai terme, c'est le mot car, mais c'est vrai que dans le jargon de ceux qui le font, on appelle ça des bus. Alors que oui, c'est pas un bus de ville. Mais c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours utilisé le terme bus parce qu'en fait, mine de rien, quand tu es sur Internet, quand tu références ce que tu fais, tu tapes pas car, en fait, parce que car, c'est voiture en anglais. Ouais, bah ouais. Et du coup, après, tu retrouves plus les infos que tu cherches, t'es obligé de taper bus, en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est que gratuitement, tu reviens à utiliser le terme bus parce que car, on dit pas, par exemple, le hashtag en anglais de ceux qui vivent en bus, c'est le bus life. Et ça englobe les cars dedans, en fait. C'est pas... Que car life. C'est car life, c'est des gens qui vivent dans leur voiture, quoi, tout au plus, quoi. Donc voilà, d'où le terme d'utiliser qui est bus, mais le terme, effectivement, normalement, c'est un car. Mais là, du coup, ça veut dire enlever tous les sièges, ça veut dire enlever tous les bacs à bagages qui sont en haut, ça veut mettre à nu tout le bus, rien que mettre à nu le véhicule, ça nous a pris déjà genre un mois. Après, on était que les week-ends au départ aussi, hein, donc pas non plus. Ça a pris des jours et des jours. Mais du coup, vous viviez où en attendant? Dans l'appart qu'on avait, du coup, on l'a gardé plus longtemps, on y restait un an au final, dans cet appart. Ouais, excuse, ce qui n'était pas prévu. Ouais, ok. Oh, ouais, dis donc. Et donc, ça vous a duré combien de temps finalement les travaux? On va dire 6 mois à peu près, environ 6 mois, dont 2 mois où on a été quasiment à fond dedans, tous les jours. Et le reste, c'était plutôt les week-ends. Et donc, raconte-nous un peu là, ce mode de vie que vous avez maintenant grâce à votre maison sur roue. En fait, maintenant, on alterne en fait un peu des phases où on bouge et des phases où on bouge moins. Parce que, en fait, financièrement, on n'est pas encore autonome dans le sens où moi, je peux pas encore vivre de ce que je fais. En tout cas, clairement, on peut pas vivre nous trois dessus. Même si ça commence là maintenant doucement à être un petit peu mieux, mais clairement je suis loin d'en vivre. Et donc en fait mon mari lui continue de travailler en intérim par phase, ce qui fait que des fois on va partir et des fois on reste dans un même coin pour qu'il travaille. Là on a fait la décision de rester en Vendée, là on est revenu fin août. On s'est dit qu'on allait rester en Vendée jusqu'à notre grand départ prochain début février. Parce qu'il aime bien la boîte dans laquelle il bosse là-bas, en fait, tout simplement, et qu'il sait qu'il est bien payé, qu'il s'y plaît, qu'il aime bien le job, donc
On a voulu faire simple. Ça me permettait aussi de revoir la famille. Ça permettait aussi parce que là-bas on a un peu on a accès à un garage dans lequel on stocke un peu des choses pour bricoler, etc. De la matière première dont on peut avoir besoin. Et comme on avait encore quelques petites choses à faire sur le bus, c'est quand même plus simple. Voilà, donc plein de choses ont fait qu'on est resté en Vendée, mais même en étant en Vendée, par exemple, on reste jamais plus de 3 semaines au même endroit. Ok, et comment vous faites pour trouver des endroits et pour pouvoir rester? En fait, on va sur les aires de camping-car, tout Ah simplement. ouais. Après, on regarde un petit peu à l'avance si elles sont suffisamment grandes pour nous accueillir, parce que c'est vrai que on n'est pas tout petit, mais globalement, on n'a pas eu trop de problèmes en fait, parce que après déjà, on n'est plus en plein été, donc mine de rien, il y a quand même Et ouais, il y beaucoup a moins moins de de monde monde. sur les aires de camping-car. Et puis après, on peut rester 1 semaine, 2 semaines, ça pose pas de soucis. Enfin, on n'a jamais eu de problème pour le moment. Il y a à un moment donné, on était à La Roche-sur-Yon, par exemple, on est resté 2 semaines. Il y avait bien, non 3 semaines, je crois au final. Et il y avait pourtant une pancarte genre comme quoi fallait pas rester plus de 3 jours, mais en vérité, tout le monde y reste plus de 3 jours. Il y a même un camping-car, il est garé là. En fait, les occupants, ils doivent habiter là, ils le laissent garer là et ça change rien, quoi. Donc nous, ouais, on reste là, on se met quelque part, et puis on reste, puis comme ça, moi, ça me permet de me balader dans ce périmètre-là, et puis quand on en a marre et qu'on a un peu fait le tour, et hop, on change, et puis voilà, on reste à proximité d'1 heure de route max du boulot de mon mari, parce que lui, il part à la semaine, en fait, j'ai pas forcément précisé, mais du coup, il est chauffeur routier en national, donc ce qui fait qu'il part le lundi matin et il revient que le vendredi soir. Ok. Donc c'est un choix qu'on a fait parce que ça lui permet de gagner beaucoup plus d'argent, en fait, tout simplement. C'est purement financier, hein. L'argent tombe pas du ciel, à un moment donné, faut bien faut bien faire des choix aussi, malheureusement, et ça fait partie de nos choix et de nos sacrifices qu'on fait pour ensuite pouvoir repartir en voyage, en fait, tout simplement. Ouais, bien sûr. Et du coup, vous êtes toujours en instruction en famille? Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Parce que Ouais, ouais. changer d'école Bah ouais, tous les non, ça 3 serait mois, pas ça va cool. être compliqué. Oui, non, c'est ça, non. Du coup, on est resté en instruction en famille. Et du coup, ça se passe comme ça, en fait. Maintenant, là, on a un petit train de vie tranquille la semaine avec mon fils, où on se fait nos petites Ah, balades dans un génial. périmètre, on fait l'instruction le matin, et on se balade, et puis la semaine d'après, on change d'endroit, et comme ça, on peut faire des nouvelles balades, et découvrir de nouveaux endroits, donc ça nous va bien, même si on a hâte, hein, de repartir pour un prochain plus grand voyage. Mais c'est 2 phases qui nous conviennent, en fait. Même si, bien évidemment, on aimerait que mon mari soit plus présent et moins besoin de travailler à long terme, ça serait vraiment l'idéal. Mais Bah ouais, mais bon. Faut renflouer les caisses. voilà, Après, c'est on verra. ça. Puis il faut bien, voilà, comme je dis, il n'y a pas de mode Chaque de chose en vie son temps. parfait. C'est Et ça. du coup, il y a toujours des contraintes et des inconvénients. Le tout, c'est de savoir Mais lesquels on est évidemment. prêt à choisir dans notre vie. Et Ouais, voilà. complètement. Eh bien, tu peux peut-être nous dire un petit peu les avantages qu'il y a à avoir ce mode de vie et les inconvénients aussi. Parce que bon, c'est pas non plus. Tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir à chaque fois. Donc, je veux bien que tu nous dises un petit peu. Ouais, ça marche pas. C'est vrai que tout n'est pas tout blanc, hein, comme tu dis, et tout noir. Nous, dans les gros avantages, c'est que on a l'impression d'être moins dépendant de beaucoup de choses, de s'émanciper un petit peu de la société. On se sent un petit peu plus libre, enfin plus libre même tout court. Par exemple, on est autonome en électricité, donc on dépend plus d'un fournisseur d'électricité. Enfin, on paye plus de loyer en fait non plus. Même si on a quand même fait un petit crédit, ça reste en fait un petit crédit sur, je sais plus, 5 6 ans. Enfin, on n'est pas sur des crédits maison sur 20 30 ans. On peut bouger, en fait, se déplacer avec toutes nos affaires. Et ça, pour nous, c'était ce qui est le plus important, en fait. On n'avait plus juste envie d'être sédentaire, en fait. Et donc, le principal avantage, c'est de plus l'être et de plus voir toujours les mêmes environnements et les mêmes choses et pouvoir bouger. Et ça, clairement, voilà, c'est les avantages, hein. C'est cette liberté-là, en fait. Après, c'est sûr que dans les inconvénients, déjà, faut être prêt à vivre quand même dans un espace relativement petit, même si nous, on a quand même un véhicule relativement grand. C'est comme quoi tout est relatif, parce que Pour certains toi, nous ça disent, doit ah, être c'est bien. grand quand même. Peut-être après plus sur le long Ça terme, c'est peut-être dépend un des peu plus gens, ouais. compliqué. Mais nous, ça nous va bien, en tout cas. Enfin, on se plaît bien dedans, nous, ça nous convient. Mais je pense que c'est quand même pas fait pour tout le monde. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui se sentiraient peut-être oppressés ou je sais pas. Après, par exemple, tout ce qui est eau, électricité, etc., ça reste une charge mentale supplémentaire, par exemple. Parce que, c'est pas l'eau, elle arrive pas du robinet et l'électricité comme ça dans la prise, en fait. Donc on va dépendre de la météo, par exemple, pour tout ce qui est électricité, parce que nous, on est que à l'électricité, on n'a pas le gaz, donc on va dépendre beaucoup du soleil, etc.
L'eau, c'est pareil, il faut vérifier que les cuves soient pas remplies pour ce qui concerne les cuves d'eau sale, qu'il y ait toujours de l'eau dans les cuves en ce qui concerne les cuves d'eau propre. Penser à trouver des endroits pour recharger en eau. Enfin, c'est en fait, c'est une petite charge mentale supplémentaire qui s'ajoute au quotidien de la vie, qui fait que, voilà, faut le garder dans un coin de la tête tout le temps. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans les inconvénients, il y a aussi le fait que nous on est en bus et que c'est quand même assez gros un bus en fait, et que du coup on peut pas aller partout non plus. On peut pas se garer. Les petits spots de rêve comme quand on était au Mexique, clairement, c'est quasiment pas possible. Enfin, il y a des pays où c'est possible, notamment les pays scandinaves qui laissent quand même une plus grande liberté de camping sauvage, etc., avec des grands espaces qui vont normalement permettre d'avoir des petits spots qui devraient être plutôt sympas. Mais c'est vrai qu'en France, c'est pas toujours hyper simple, même si très franchement on n'a pas encore été embêté, hein, donc je peux pas non plus aller râler, mais bon, ça reste quand même toujours des aires de camping-car la plupart du temps, et c'est pas on n'est pas sur du spot sauvage au milieu de la forêt, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu moins exotique. Voilà. Mais bon, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir et l'espace à l'intérieur et le confort d'un grand véhicule et le côté passe-partout d'un petit véhicule. C'est pour ça que c'est très différent d'un voyageur à l'autre. Le choix du véhicule, c'est vraiment un choix hyper particulier parce que ça dépend tellement des critères de la personne. Puis ça va aussi donc définir par la suite comment tu vas voyager après, quoi. Oui, tout à fait. Ça dépend aussi des voyages qui vont être prévus aussi, en fait. Si tu veux partir dans le froid, si tu veux partir dans le chaud, ouais, il y a énormément de différences. Enfin, je sais que nous, on a prévu ce bus, on l'a pensé pour notre voyage en Scandinavie et dans le Grand Nord. On a un autre voyage qui devrait être prévu avec, mais pour d'autres voyages futurs, on n'exclut pas de changer de véhicule. Ah ouais, ok. Parce que, par exemple, on aimerait un jour faire l'Afrique, et on fera pas l'Afrique en bus, parce que pour faire l'Afrique, il faut un 4x4. Oui. Et ce serait plus chaud. Donc là, on pourrait potentiellement privilégier, par exemple, comme beaucoup pour l'Afrique, un 4x4 avec une tente de toit ou avec une remorque caravane 4x4. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais tous les véhicules sont pas adaptés pour tous les pays. Après, tout est faisable, mais bon... Oui. J'allais te demander justement un peu quels étaient vos projets par la suite, donc tu m'as répondu. Moi, ce que je voulais savoir avant qu'on commence à conclure cet échange, c'est un peu tout ce que ça vous apporte, vous, sur le plan personnel, familial, ce mode de vie un peu différent qui sort de l'ordinaire. Moi, ce mode de vie, moi en tout cas personnellement, ça m'apporte beaucoup plus de bien-être en fait, parce que en fait avant j'étais tout simplement pas très bien, j'étais quelqu'un de très anxieuse, qui me stressait énormément. Enfin, par exemple, le travail salarié, quand je dis que ça me convenait pas, c'est que vraiment ça me convenait pas. J'avais souvent des gros maux de ventre, en fait, qui étaient liés au stress. J'étais pas très bien en fait, tout simplement, et maintenant je suis beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux dans ma vie. J'ai appris aussi à me connaître. Ah, mais je sens complètement la différence. J'ai plus de temps pour moi, pour me recentrer sur moi-même. C'est pas pour rien aussi que j'ai choisi d'exercer cette profession-là, de travailler sur les réseaux, parce que être à mon compte, moi, c'est ce qui me convient le mieux, parce que j'ai du mal à avoir une contrainte, une routine vraiment fixe. C'est pas quelque chose qui me convient, c'est plutôt quelque chose qui m'angoisse. Ce qui fait que, finalement, d'avoir la liberté de pouvoir un peu travailler d'où je veux, quand je veux, quand je suis prête à le faire, et de pouvoir prendre du temps pour moi quand j'ai besoin de le faire, et c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Sans culpabilité, hein, ouais. Sans culpabilité, non. Et ouais, ça c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Et d'un point de vue de la famille, ça nous permet aussi de passer plus de temps de qualité ensemble, en fait. De vrai temps ensemble. Moi, la semaine, j'ai beaucoup de temps avec mon fils, forcément, vu qu'on est tout le temps ensemble. Un peu moins avec mon mari, du coup, pendant les périodes où il travaille. Mais on sait que c'est pas pour se rattraper dans les périodes où on part en voyage, où là, vraiment, en fait, on profite tous les trois ensemble. Et c'est vraiment ça, c'est génial de vraiment d'avoir ce côté, vraiment, on passe énormément de temps ensemble. Aussi, j'ai l'impression du temps plus de qualité, dans le sens où vous n'êtes pas en train de courir après le temps parce qu'on est en retard à l'école, parce qu'on est en retard au travail, parce qu'il faut aller aux activités, etc. C'est vraiment aussi. Temps de qualité, oui, parce qu'on peut se laisser porter finalement par ce qu'on a envie de faire et nos envies, les envies de chacun, sans le stress, sans la course. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment cool parce qu'on est plus zen en fait finalement. Bon là, même si nos week-ends c'est un peu la course en ce moment, parce que justement on a beaucoup de choses à faire et que les week-ends sont très courts. Ouais. Mais c'est comme ça en fait, on sait aussi que c'est pour après, enfin c'est pour kiffer ensuite. Donc Puis c'est un autre stress aussi, peut-être aussi, j'imagine. Oui, non, c'est pas la même chose. Non, vraiment, ça nous apporte, même au niveau de mon fils, ça je trouve apporte une ouverture d'esprit, qui est une ouverture sur le monde, qui est pour moi est pas négligeable en fait. Tu le sens aussi chez lui, ouais. Ouais.
à respecter, enfin sans le jugement aucun en fait, enfin d'être ouvert sur le monde sans porter de jugement, de montrer que puis de lui montrer aussi que c'est possible, tu vois, de réaliser ses rêves, de vivre un peu, de sortir du cadre, de lui montrer qu'en fait on peut vivre la vie qu'on a envie de mener et pas de se laisser imposer des choses. Et moi je trouve que c'est un bon exemple à lui transmettre aussi, quoi. Et du coup, là, il a quel âge maintenant? 6 ans, Il a 6 ans maintenant, ouais. Donc ouais, vous commencez le CP et tout Ouais, ça. là c'est le CP cette année. Ça ouais. rigole un tout petit peu moins, là. Ouais, ça rigole un peu moins. Cette année, on impose un petit cadre quand même Vous de commencez formel qu'on faisait tranquillement, pas avant. Ouais. C'est pas génial. énorme, Et puis, mais... ouais, je pense que c'est quand même totalement différent de faire les devoirs, par exemple, après l'école, que là, vous laissez aussi porter par les apprentissages que vous aurez quand même un petit peu choisi, entre guillemets, que les devoirs imposés Oui, c'est qui ça, finissent en fait. toujours souvent mal. Ouais, et puis en plus, je trouve que c'est hyper difficile d'imposer des devoirs à un enfant qui a été déjà toute la journée à l'école. Je trouve ça incroyable. Enfin, je comprends même pas comment c'est possible, en fait. Je suis d'accord. Moi, très franchement, on doit faire, on va dire en moyenne, non, on va faire 1 heure d'école par jour. Parce que c'est 1 heure où je suis 100% disponible pour lui. Parce que la maîtresse, elle est pas disponible pour les élèves, en fait. Enfin, c'est normal, elle a 25, 30 élèves à s'occuper. Et l'enfant, il va pas du tout être concentré pendant les 7 heures de sa journée d'école. Moi, c'est 1 heure où il va être concentré et on va apprendre quelque chose à ce moment-là, à un instant T, et où je suis pleinement disponible. On fait genre un peu de maths, un peu de français, enfin de la lecture, de l'écriture, vu que c'est les gros goals de cette année, de CP, mais... Et puis bien évidemment aussi, je peux vraiment aller à son rythme. Et ça, c'est aussi un gros plus, parce que finalement, respecter son rythme, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que au moins, je peux voir qu'on va un petit peu plus lentement si c'est un petit peu compliqué, qu'il y a des choses sur lesquelles en fait on va passer très très vite parce que je me rends compte que c'est bon, il a pigé, ça sert à rien d'y passer 1 semaine, quoi. Et ce qui fait que des fois on peut aller super vite sur certains points et du coup ça sert à rien d'y passer des heures, quoi. Écoute, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé pour ce petit échange. Ça m'a fait trop plaisir d'en découvrir plus sur votre mode de vie. J'aimerais beaucoup te proposer de conclure cet épisode en encourageant des personnes à oser franchir le cap de partir à l'étranger et voyager aussi en véhicule. Voilà, je te laisse le petit mot de la fin. Ouais, j'encourage toujours les gens, en fait, tout simplement, si vous rêvez de quelque chose, en fait, juste donnez-vous les moyens de le faire, parce qu'il n'y a rien qui est impossible, déjà, de 1. Il y a toujours des solutions. Moi, c'est toujours le mantra qu'on a, il y a toujours des solutions. Elles seront peut-être pas forcément toujours simples, mais il y en a toujours. Donc, trouvez-les. Osez vous lancer, parce que finalement, oser, c'est pas le plus difficile. Le reste derrière, ça viendra tout seul, et ça sera que pour du mieux. Donc, franchement, je me verrai pas ne pas voyager. Voyager, ça vous apportera forcément du positif et ça vous fera forcément grandir et ça améliorera forcément la personne que vous êtes. Donc ça peut vraiment être que pour moi du plus en fait pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Ça ouvre à tellement de choses sur le monde que ça serait vraiment dommage de s'en priver finalement. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, c'était super sympa. C'est toujours un plaisir de partager un petit peu notre expérience et je me dis que si ça peut en inspirer certains à sauter le pas ou à oser un peu faire quelque chose qu'ils n'ont jamais osé faire, c'est cool. Donc merci à toi pour l'invitation. Merci, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.